Élection 2019 des chambres d'agriculture, le grand débat. Alors, donc on aborde la réforme de la PAC. On a donc aujourd'hui une validation de l'architecture de la PAC. En fait, on va d'abord parler des questions de calendrier. Validation de l'architecture de la PAC d'ici les élections européennes, négociation des éléments techniques pour une mise en œuvre en janvier 2021. Est-ce qu'on doit rester sur ce calendrier prévu ? Alors, je crois que c'est parole à Laurent Pinatel. Alors, on parle d'abord du calendrier, puis ensuite on reviendra un peu plus sur le fond, sur les axes prioritaires. Ouais, parce que le calendrier, ça reste qu'un accessoire. On peut aussi parler de la dernière PAC qui est toujours pas finie. Ou alors je vous pose la question globalement, d'abord une question de calendrier, et puis ensuite, quels sont, selon vous, les 3-4 axes prioritaires pour la prochaine PAC, et comme ça, vous avez 4 minutes chacun, ce sera plus simple. Déjà, avant de penser à la prochaine, il faut réaliser que celle-là, il y a eu des rendez-vous manqués. Il y a eu des rendez-vous manqués parce qu'il y avait des décisions qui étaient quand même assez courageuses de renvoyer de l'argent plutôt vers les fermes les plus petites, les 52 premiers hectares. Et qu'il y a quand même des décisions qui ont été prises à l'initiative de la FNSEA et soutenues par la coordination rurale aussi, de stopper cette évolution de la majoration vers les 52 premiers hectares. Aujourd'hui, les fermes françaises qui vont jusqu'à 52 hectares perdent 50 € l'hectare. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. On était un peu les seuls. Perdre 50 € l'hectare si on était allé au bout de ce qui était prévu, c'est ça que vous voulez dire? Si les engagements de Cournon du président Hollande avaient été tenus, chose qu'il n'a pas tenue. La réforme actuelle, on voit aussi qu'elle touche ses limites parce qu'elle a été très mal gérée, anticipée. Enfin, on nous parle de problèmes de logiciels qui sont complètement déconnants. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu quand même de grosses difficultés de mise en place de cette réforme. Peut-être parce qu'elle n'avait pas été assez anticipée, assez modélisée, et qu'on n'avait pas assez regardé comment on allait pouvoir la mettre en place. Et du coup, cette PAC qui peu à peu n'est plus une politique, qui est plus vraiment commune, qui est surtout perçue par les paysans et les paysannes comme étant des directives, des réglementations, des contraintes, des contrôles, alors que ça devrait être quelque chose dont on devrait se réjouir, en fait, nous, paysans, paysannes, de dire, mais en fait, on a un outil collectif pour orienter l'agriculture, pour servir, pour aller avoir une politique au service des citoyens aussi, une politique agricole au service des citoyens. Donc il y a quand même cette perte de sens de la PAC parce qu'elle a été faite un peu n'importe comment, peut-être parce que l'Europe a grandi beaucoup plus vite que ce qu'il était possible d'imaginer. Sur la PAC à venir, il va quand même falloir, avant les questions de calendrier, aussi régler est-ce qu'on peut continuer à avoir une politique agricole commune avec des distorsions de concurrence aussi fortes entre pays européens. Comment ça se fait qu'on n'ait pas les mêmes droits sociaux dans tous les pays de l'Union européenne? Et j'en viens à la question des fruits et légumes, où on voit bien aujourd'hui que la situation elle est intenable pour les producteurs de fruits, de légumes français par rapport à la concurrence espagnole. Nous, on milite pour un prix minimum d'entrée, c'est-à-dire il n'y a pas un fruit qui rentre sur le territoire français au prix qui rémunère correctement le producteur de fruits français. Donc voilà, il y a tous ces outils qu'il va falloir mettre en place pour redonner aussi confiance à l'impact. Après le calendrier, avant le calendrier, la question du budget. Nous, il nous semble aujourd'hui qu'on a besoin d'un budget maintenu sur la politique agricole commune. Si il y a d'autres priorités qui se font jour, et visiblement c'est le cas, si l'Angleterre finit par sortir, mais du coup on se doute trop, il va quand même falloir se dire, oui, ils vont quand même sortir, mais ils sortiront peut-être plus lentement que prévu, il faut quand même se dire que la priorité c'est de maintenir le budget, et qu'il faudra faire les efforts nécessaires pour que ce budget soit maintenu. Après le calendrier, ça peut paraître quand même assez compliqué, avant les élections européennes, d'engager l'Europe dans un processus où on va voter le budget éventuellement, aller plus loin, ça paraît compliqué. Et puis surtout, nous, ce qui nous paraît compliqué, c'est cette absence de vision politique globale. Aujourd'hui, du gouvernement français comme de ce qui se passe au niveau de l'Europe, c'est quoi l'agriculture qu'on veut à l'échelle européenne, combien on veut de paysans, combien on veut de paysannes, qu'est-ce qu'on réalise en termes d'autonomie et d'autosuffisance alimentaire, est-ce qu'on continue de négocier des accords de libre-échange de partout, est-ce que le but c'est de refuser ce qui vient de l'extérieur mais par contre d'ouvrir les frontières pour exporter ailleurs. Enfin, il y a une vraie question qui n'a jamais été tranchée parce qu'elle n'a jamais été débattue. Donc au-delà de ces questions de calendrier, au-delà des questions techniques de ce que doit
doit être la PAC et au service de quoi? Nous, il nous semble qu'il y a quand même ces questions fondamentales. Est-ce que l'échelle européenne, est-ce que l'espace économique européen ne doit pas être restructuré de manière à limiter les distorsions de concurrence? Et est-ce qu'on ne doit pas réfléchir sur cet échelon-là à organiser de façon harmonieuse les productions avant d'aller commercer et se mettre en concurrence avec toutes les agricultures de la planète? Donc voilà, sur une première approche de la PAC, ce que j'avais à dire. D'accord. Jérémy de CERL. Ouais. Effectivement, je pense que c'est bien que vous ayez globalisé un peu la question, parce que... Oui, parce qu'effectivement, il y a à la fois budget, calendrier et axe prioritaire. À quoi bon de décider du budget et puis du calendrier si on ne sait déjà pas où on veut aller? Donc, et c'est ce qu'on a trop laissé faire, peut-être trop fait aussi. Enfin, on nous demande de nous exprimer sur le budget, bien sûr qu'on va le dire. On nous demande de nous exprimer sur le calendrier, bien sûr qu'on a des choses à dire. Mais avant tout, c'est, voilà, est-ce que la PAC d'aujourd'hui est efficace? Non, visiblement. Et qu'est-ce qu'on doit changer? Eh bien, nous, on a un certain nombre de propositions à faire là-dessus. Et effectivement qu'il faudra que le gouvernement français, et puis j'allais dire tous les acteurs déterminants au niveau européen, les acteurs que nous sommes, mais d'autres acteurs aussi économiques qui auront voix au chapitre. Les régions, par exemple, aussi auront de lourdes responsabilités aussi dans la négociation de la prochaine PAC, et il y a intérêt que la France ne passe pas trop pour des gens encore une fois mal organisés pour défendre correctement la PAC. Donc moi je vais redire un peu nos positions sur cette PAC. Si à un moment donné, on n'essaye pas de clarifier cette question autour de l'actif agricole, autour du statut d'agriculteur au niveau européen, on continuera la guéguerre entre différentes productions, éleveurs, céréaliers, et puis tout ça, et sur la répartition des aides, et des fois, cette répartition qui est bien souvent décriée. Donc, aujourd'hui, je pense que en tout cas chez les jeunes agriculteurs, la priorité c'est déjà de clarifier cette question-là, comment on peut continuer à donner des aides à des gens qui ne sont pas agriculteurs sans se poser la question de la pérennité de cet outil de la politique agricole commune. Donc repositionnons-nous sur ces questions-là en priorité. Après, je pense qu'une partie du budget de la prochaine politique agricole commune, une bonne partie, j'allais dire, devra aussi se soucier de la gestion des risques et mettre des politiques assurantielles structurelles en place pour répondre aussi au manque de résilience aujourd'hui des exploitations agricoles. Je veux pas forcément dire que le Farm Bill est la solution à tout ça. Par contre, on sent que en termes d'assurance et de maintien d'agriculteurs nombreux, il y a quand même une certaine efficacité dans la politique agricole des États-Unis. Donc, prenons peut-être un peu exemple aussi là-dessus. Mettons en place, est-ce que ça doit être des contrats cycliques ou pas, je suis sûr de rien. En tout cas, mettons en place des politiques assurantielles qui sont efficaces. Et puis il y a une question aussi, à mon avis, sociétale derrière cette politique agricole commune, autour de l'alimentation, et Laurent Pinatel en a parlé. Je pense qu'il faut aussi qu'on traite cette question-là de manière un peu plus prégnante dans la prochaine politique agricole commune, et comment on se comporte avec cette question de l'alimentation sur une planète où plus d'1 milliard de gens crèvent de faim. Comment on peut continuer d'échanger des armes, des avions de chasse contre des kilos de viande. Donc voilà, c'est une question aussi assez prégnante qui nous semble importante à traiter dans la prochaine politique agricole commune. Christiane Lambert. Merci. Le calendrier, nous avons peu de prise, puisque le retard qui est pris par rapport au retard Brexit impacte. Nous n'y pouvons rien. L'approche des élections européennes dans le contexte que nous connaissons avec beaucoup d'europhobie doit nous inquiéter aussi. Quelle sera dans le futur Parlement la priorité sur des politiques européennes fortes, et notamment la politique agricole commune? Dans un récent sondage, on voit que les Européens sont très attachés à l'euro, mais moins à la PAC. Elle vient en 4e position. Probablement aussi que nos dirigeants n'ont pas suffisamment bien parlé. J'ai en mémoire le discours de M. Macron à la Sorbonne, qu'il avait mis en 4e position dans le sous-chapitre de la transition écologique. C'est quand même un regret qu'elle soit que considérée comme ça. On arrivera à faire de l'aménagement du territoire, de la ruralité vivante et du respect de l'environnement que si on a de l'agriculture forte partout.
que serait la ruralité sans les vaches et les prairies, que seraient nos espaces escarpés sans les vignobles et l'herbeau, on peut se le demander. Donc ça, ce sont des éléments capitaux. Nouvelle politique, oui, sur les migrants, la sécurité et la défense, mais avec de nouveaux budgets. En aucun cas, la PAC doit être détricotée pour amener du budget à d'autres. Les priorités, puisque l'agriculture et le grand secteur agroalimentaire est un pilier de l'économie française et de l'économie européenne, nous nous sommes attachés à un premier pilier fort, financé par l'Union européenne. Je sais que les régions veulent beaucoup de prérogatives dans la future PAC. Sur le deuxième pilier, elles étaient au début très volontaires aussi sur le premier, mais la partie cofinancement les fait réfléchir un petit peu plus. Aujourd'hui, nous nous sommes attachés à ce qu'il reste des aides à la production, des aides directes aux agriculteurs, une partie de couplage, qui est quand même quelque chose à quoi nous tenons pour conserver la production. Dans le premier pilier, le fait qu'il y ait une grande latitude donnée aux États membres nous inquiète quant à la renationalisation de ces politiques. Donc nous prônons pour un bornage de l'éco-scheme qui ne serait pas à plus de 30 à 40%, ce qui garderait un volet économique important dans le premier pilier. Il y a une volonté de réorienter vers des politiques plus dynamiques en s'inspirant de ce qui est fait avec les programmes opérationnels qui existent aujourd'hui en viticulture et en arboriculture. Pourquoi pas, puisque c'est un vecteur de dynamisme. La semaine dernière, dans le Var-et-le-Vaucluse, quand je vois l'explosion de la viticulture et sa réussite grâce au programme opérationnel orienté investissement vers des politiques de qualité respectueuses de l'environnement, ça a porté ses fruits. Je pense qu'on pourrait s'en inspirer pour d'autres secteurs d'activité. Maintenir les politiques de compensation de handicap qui sont indispensables, maintenir les politiques pour les jeunes notamment et des affectations particulières, consacrer des moyens à la gestion des risques. Alors c'est intéressant de voir que depuis la sécheresse catastrophique de cette année, les pays du Nord ont beaucoup changé leur regard par rapport à la gestion des risques et sont beaucoup moins fermés qu'auparavant. Les évolutions d'Omnibus vont dans le bon sens. Le déplafonnement des aides de minimis la semaine dernière, pour lesquels nous avons beaucoup milité pour monter à 25 000 € sur 3 années, sont également des éléments qui montrent qu'il faut pouvoir avoir des leviers quand ça va vraiment mal, et la volatilité crescendo prône aussi pour des évolutions dans ce sens-là. Peut-être aussi permettre d'améliorer l'éligibilité du secteur agricole au fonds de réserve de l'Union européenne, parce qu'on voit que ce fonds existe, mais c'est très difficile d'y émarger. Et pour tout ce qui est architecture environnementale, s'il y a une chose qu'il ne faut pas refaire, c'est la très grande complexité des MAEC à la française. 205 MAEC, c'était vraiment de la dentelle excessive. En réalité, aujourd'hui, les agriculteurs ont des retards de paiement insupportables. On a des agriculteurs bio dans ma région qui sont à 2 ans et demi de retard. Quand c'est des montants qui approchent 100 000 €, ça met les fermes en vraie grande difficulté, y compris le dépôt de bilan. Donc ce sont les plus vertueux qui sont les moins bien servis, ce qui est quand même un comble. Et la nécessité aussi, donc, pour aller vers cette simplification, de reconnaître des systèmes d'équivalence, de démarches qualité ou des démarches de progrès. La certification haute valeur environnementale est souvent citée. Je dirais que le maïs, avec la certification qui a été agréée pour la monoculture de maïs, a peut-être servi de défricheur ou de pionnier pour aller dans ce sens-là. Et enfin, la 4e priorité pour nous, c'est un meilleur fonctionnement de la chaîne alimentaire. On a vu qu'il y a un travail très conséquent qui a été conduit par le Parlement sur les pratiques déloyales. Ça rejoint d'ailleurs le débat que nous portons dans les États généraux de l'alimentation. Et tout ce qui vise à donner plus de pouvoir aux OP, aux interprofessions, pour avoir aussi un droit de regard sur les volumes en tant qu'organe de supervision des déséquilibres de marché, est quelque chose qui nous paraît nécessaire. Et la clarification et la sécurisation des interprofessions, bien sûr au regard des indicateurs, mais aussi du développement des volumes de production. Je le dis aussi par rapport à l'agriculture biologique, dont les volumes de production explosent dans certains secteurs, le lait, les œufs de poules non-cage, qui font planer quelques doutes sur la capacité à tenir longtemps des prix rémunérateurs. Donc c'est bien un ensemble de priorités pour cette future PAC. Donc d'une certaine façon que la PAC l'emporte sur le droit de la concurrence. C'est écrit dans Omnibus, puisque ça a été une bataille forte dont Michel Dantin a été le porte-drapeau. Il faut en faire la transcription. Et d'ailleurs, nous travaillons encore auprès du ministère de l'Agriculture pour que, notamment sur l'assurance récolte, le non qu'avait dit Stéphane Travers à notre congrès à Tours puisse évoluer vers un oui pour améliorer les systèmes assurantiels et inciter davantage d'agriculteurs à s'assurer pour leur récolte. Le changement climatique est là, c'est un facteur de résilience des exploitations. Bernard Lannes.
Juste, je vais répondre sur l'assurance en premier. Nous, on est totalement opposés à tout ça. On a toujours dit que l'assurance nourrissait les assureurs et on ne voit pas comment l'assurantiel pourra compenser des prix rémunérateurs. Prix rémunérateur, donc quand on revient sur le calendrier de l'Europe, 2023. Parce que maintenant, dans les couloirs, on vous dit qu'il est urgent d'attendre le Brexit, mais quand on voit comment les élections se profilent, et quand on voit que notre président de la République parle d'abord de se mettre en rempart contre les extrêmes, c'est-à-dire au niveau politique, sans parler d'agriculture, et quand je vois que le dernier coup, quand il s'adresse aux Gilets jaunes, qu'il ne prend même pas 10 secondes pour parler d'agriculture, parce que quand il a parlé le dernier coup, où il était très crispé avec les mains sur la table, là, qu'il essayait de se donner une posture, ben nous, l'agriculture, on l'a sauté, et je rappelle que juste avec cette aparté-là, on les Gilets jaunes, nous on les a filés depuis longtemps, mais on est tous beaucoup avec des revenus en dessous de 350 € retirés sur nos fermes l'an dernier. Donc, dans cette histoire de la PAC, nous, qu'est-ce qu'on dit? On est profondément européen, mais l'Europe que l'on veut, celle des premiers traités, pas celle maintenant qui se détricote, pas celle où on va externaliser de la main-d'œuvre dans les PECO, où on retrouve notre coopération, notre grande coopération, celle qui fait dont les 15 font 75% du chiffre d'affaires, et notamment les miennes qui font du foie gras, où on les retrouve en Bulgarie, pour nous ramener des produits là-dessus. Nous, ce qu'on veut se dire, c'est tout simple. Nous, on milite pour l'exception agriculturelle depuis 20 ans. C'est-à-dire que la France, en notre temps, a fait un choix pour la culture, et dire voilà, nous, Français, nous avons une culture exceptionnelle, et bien nous avons mis ça en dehors des accords de l'OMC. Maintenant, vous entendez parler d'exception agricole. Mais c'est le même principe, nous sommes un secteur stratégique, et on ne comprend pas comment sur un secteur stratégique, on laisse ceux qui sont en train de nourrir la France crever de faim. Et en plus finir avec une retraite en dessous du seuil de pauvreté. Donc dans tout ça, qu'est-ce que l'on dit? C'est que régulation, prix rémunérateur, tout ça, ça va avec les EGA. Mais pourquoi les EGA viennent se télescoper avec l'Europe? Parce que derrière, les grands faiseurs, ceux qui ont les lobbies, ceux qui sont à la tête du COPAC-OGK, ceux qui sont toujours en train d'essayer de faire avancer les choses dans leur sens, pour cela, pour l'instant, ils freinent. Et cette Europe, avec le calendrier que l'on a, où on entend dire aussi que, ben oui, il y a le Brexit, mais il y a les migrants. Et qu'à un moment donné, il va falloir peut-être mettre plus d'argent avec les accords de Schengen sur nos frontières que la politique agricole commune, que j'appellerais moi plutôt politique alimentaire commune. Parce que nous sommes fous, nous sommes en train de perdre la meilleure agriculture du monde, nous avons perdu 50% de nos agriculteurs en 20 ans, il est temps aujourd'hui de remettre tout ça en place. Alors c'est pour ça que tout à l'heure je réagissais, je ne crois pas à l'assurance, il faut payer l'alimentation à son meilleur prix. Nous étions allés l'an dernier avec 570 baguettes devant l'Assemblée nationale. À ce moment-là, il y avait 3 centimes de blé dans 1 € de baguette. Ne me dites pas qu'il faut aller chercher ailleurs, il faut sécuriser. Quand je parlais tout à l'heure, j'entendais parler aussi de Trump. Trump, il maîtrise un pays. Lui, son pays, il a ses frontières. Nous, on est dans une union de pays. Mais le problème, c'est que chacun tire la couverture à lui. Et Trump, moi, je regrette, mais bon, après, America is back, fermer les frontières et tout ça, on ne vit plus dans ce monde. On est dans un monde ouvert, mais on est dans un monde où, justement, aux frontières, il faut mettre des normes environnementales, sociétales et économiques. Parce qu'en fait, nous, qu'est-ce qu'on a besoin pour tout ça? C'est d'avoir une vraie concurrence, nous, les agriculteurs. Les défis, on peut les relever dès demain matin. Et en plus, il faut arrêter d'en perdre beaucoup. Mais pour cela, il faut qu'on ait la vraie règle en main. C'est-à-dire une vraie Europe, des prix rémunérateurs, une exception agricole. Parce qu'en fait, c'est un secteur stratégique et que l'Europe doit se doter d'outils pour nous protéger. Et juste, je finirai sur l'Europe. Vous voyez bien qu'en ces temps d'élection, qu'est-ce qui se passe en France? On recycle, allez, pas des retraités, mais des gens qui ont un peu échoué dans la politique, et on se les retrouve à Bruxelles. Le problème, c'est que quand on va régulièrement à Bruxelles et qu'on voit comment on fait les autres pays, ils ont fait une constance, et notamment les Anglais, qui maintenant veulent sortir, ils ont mis des hommes et des femmes au poste clé, et nous, ici, on est toujours en train de râler, l'Europe, l'Europe, l'Europe. Mais je rappelle que l'Europe, elle ne fonctionne qu'avec des décisions que des États ont mis en place, alors qu'on arrête de nous leurrer à nos agriculteurs, et qu'on se mette que Macron se retrousse les manches, parce que les EGA, oui, mais les EGA sans une politique agricole commune européenne qui soit digne de ce nom pour nous, non. Monsieur Mouza. La politique agricole commune. Oui. Le premier intervenant, mon voisin, tout à l'heure, rappelait à juste titre qu'elle était importante et qu'on vivait les dernières années de la PAC qu'on avait participé à mettre en place les uns et les autres, avec des différences de vue significatives sur les orientations de ce que devait être cette PAC. Nous avions mené une bataille importante à l'époque pour obtenir la surprime des 52 premiers hectares, qui était un signe fort envers l'agriculture, les petits et moyens agriculteurs qui peuplent ces territoires, est complètement indispensable à ce modèle agricole
dont parlait mon voisin Bernard Lannes tout à l'heure. Alors oui, nous, MODEF, complètement favorables à cette politique agricole européenne, mais qu'il est nécessaire de redéfinir dans un contexte particulier, tellement particulier qu'on nous avait annoncé une baisse du budget de l'enveloppe pour ce qui concerne la PAC importante, et le président de la République, lors de notre dernière entrevue, nous avait promis qu'il allait revoir sa copie et convaincre une majorité de chefs d'État européens pour que cette enveloppe reste, somme toute, équivalente à ce qu'elle était jusque-là. Donc nous, on est vigilants à ça, mais redistribution des aides dans cette nouvelle PAC. Ces aides doivent aller, comme je le disais tout à l'heure, à cette petite et moyenne agriculture qui peuple ces territoires. Il faut arrêter de subventionner cette agriculture productiviste sans limite qui a fait les beaux jours de quelques gros agrariens qui ont perçu des enveloppes PAC considérables. C'est insupportable. Il faut redonner de l'argent remettre de l'argent sur ces territoires et sur ces productions. On s'inquiète du devenir de nos territoires à juste titre. Mais si on n'a pas les moyens de subventionner à la hauteur nécessaire des productions sur ces territoires-là, on va vers des catastrophes écologiques par exemple. On s'aperçoit, et tu citais le président des États-Unis, dont je ne fais pas une référence, mais tu le citais tout à l'heure, et quand ces incendies qui ont ravagé un de ces États, il disait « Ah oui, mais il n'y a plus d'animaux pour entretenir ces territoires ». Alors, s'il faut que l'exemple nous vienne de là-bas, je veux bien le prendre quand même, mais c'est un peu fort de café quand même. On laisse depuis quelques années aller, il faut réorienter ces aides agricoles et on sera vigilant pour ce qui nous concerne à ce que la redistribution des aides soit plus équitable sur ces territoires, avec sans doute un renforcement des aides du premier pilier. On imaginait de l'ordre de 8 à 15%. Voilà, pour que ce soit le socle des aides redistribuées justement à l'agriculture, mais aussi une participation des régions. Les régions, aujourd'hui, ont été redessinées. Elles ont une capacité financière qui leur permettrait d'intervenir sur les aménagements qui concernent directement la politique des territoires, la mutation de l'agriculture dont je parlais tout à l'heure, complètement nécessaire, une adaptation nouvelle, aller vers une autre forme d'agriculture. Je crois que les régions ont un rôle essentiel à jouer demain en matière d'aménagement des territoires, puisque là, elles seront en plein dans leur rôle d'aménageur. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.